situation elle est bonne et quand est-ce qu'elle est pas bonne. Et donc, c'est quoi ce stress-là? C'est la réponse non spécifique de l'organisme à toute demande qui lui est faite. Donc, chaque demande qui est faite à l'organisme, il agit ou il réagit à cette fluctuation, à ce changement-là, à travers une tentative d'adaptation. Donc, cette tentative d'adaptation, elle est avant tout biologique, mais aussi elle est psychologique, comportementale, donc psychologique à travers des aspects émotionnels, excitation, irritabilité, dépression, etc., mais aussi des réactions comportementales. Alors, le stress implique qu'il y a un seuil de tolérance qui est variable d'une personne à une autre, et donc chaque personne devrait, à un moment ou à un autre, connaître son seuil de tolérance au stress et connaître sa capacité à faire face ou non. Et donc, les stresseurs font partie de notre existence. Hein. Il y a énormément de facteurs de stress. Ils peuvent être physiques, comme ils peuvent être psychologiques ou sociaux. Donc, et ces stresseurs-là sollicitent chez nous des réponses d'ajustement, de coping, que nous allons voir en détail plus tard. Et donc, ces stresseurs-là vont solliciter un effort d'adaptation de notre part. Donc, en nous appuyant sur nos ressources personnelles, mais aussi sociétales. Donc, nous parlons de l'environnement social, de support social, qui aide la personne à surmonter ou à faire face à son stress ou pas. Donc, les facteurs de stress, nous avons dit qu'ils peuvent être physiques, donc la température, le bruit, la blessure, etc. Et les différentes réactions et problématiques sont étudiées par surtout le CNRS. À chaque fois, il y a des recherches et des études sur cela qui sont très détaillées, notamment pour tout ce qui est milieu de travail. Donc, ça intéresse beaucoup plus tout ce qui concerne les professionnels et les travailleurs. Les facteurs psychosociaux, donc quand il y a des problèmes d'ordre relationnel, familial, professionnel, etc., qui peuvent perturber la personne à un moment ou à un autre. Alors, les types de stress, donc il y a le stress aigu, donc quand les circonstances elles sont brèves, soudaines, exceptionnelles et ponctuelles. Il y a les stress chroniques qui sont beaucoup plus nocifs que les stress aigus, donc qui résultent d'une exposition prolongée, continue, soit à une situation de contrainte, soit à un danger dans lequel se trouve la personne. Et donc, ceci, quand il y a une exposition permanente, cela va entraîner une mobilisation permanente des ressources de l'individu. Ce n'est pas comme le stress aigu, il y a une mobilisation, puis quand la source de stress, elle passe, donc il y a l'organisme, il revient à sa phase initiale. Dans le stress chronique, c'est une permanence, donc une mobilisation permanente des mécanismes neuro-hormonaux de l'organisme. Et donc, ceci entraîne une souffrance de l'organisme, un épuisement, à travers des déclenchements de symptômes psychosomatiques qui peuvent aller en gravité selon la permanence, selon la gravité de la situation et selon la durée de la situation. Donc, le stress, quand nous parlons de stress, nous parlons de 3 phases distinctes. Donc, nous avons la phase d'alarme. Donc, dans la phase d'alarme, c'est une activation de l'adrénaline, le cortisol, à travers l'activation du système nerveux sympathique. Donc, chaque individu, chaque sujet se prépare à se battre ou à fuir à travers, disons, cette activation du système nerveux sympathique.
Donc, qui entraîne une pression sanguine qui est plus élevée, un rythme cardiaque plus élevé, une respiration aussi, et un taux de sucre plus élevé dans le sang. Donc, après la phase d'alarme, il y a la phase de résistance. Donc, le relais est pris rapidement par le système nerveux parasympathique, donc pour la normalisation de la respiration et du rythme cardiaque. Mais le glucose, il reste quand même élevé dans le sang, en plus de certaines hormones comme l'adrénaline produite et tout ce qui est cortisol. Donc, le corps, dans la phase de résistance, il continue à faire un effort pour maintenir, disons, la situation d'alerte dans laquelle se trouve. Et là, dans la phase de résistance, nous assistons à une adaptation à un niveau élevé de stress. Donc, à travers justement la mobilisation du système parasympathique et les sécrétions hormonales, il y a une adaptation à un niveau plus élevé de stress. Mais ce niveau d'adaptation, enfin, cette adaptation à ce niveau élevé de stress n'est pas sans conséquence puisqu'elle va entraîner une vulnérabilité aux maladies, notamment les grippes et les rhumes à répétition. Donc, si la phase de résistance dure plus longtemps, l'organisme va s'épuiser du fait justement de la mobilisation des catécholamines qui sont sécrétées dans le corps. Donc, cette phase d'épuisement, donc, elle va connaître un effondrement des défenses physiologiques, une plus grande vulnérabilité aux maladies. Donc, le cœur devient plus vulnérable, mais c'est lié beaucoup plus à l'hygiène personnelle et au mode de vie du sujet. Donc, si c'est un sujet qui est fumeur, qui a du cholestérol, qui fait pas d'activité physique, donc la vulnérabilité cardiopathique, elle est beaucoup plus accentuée chez cette population-là, contrairement à d'autres. Et donc, c'est le premier organe, l'organe le plus vulnérable et le premier à céder dans cette phase d'épuisement. Donc, nous voyons que la conception du syndrome général d'adaptation avec laquelle a commencé Henseley a vraiment, disons, évolué pour étudier les mécanismes profonds biologiques qui se passent dans l'organisme à travers toute cette mobilisation hormonale. Et donc, ceci ne va pas se faire sans un changement psychologique aussi. Donc ça, c'est les changements purement biologiques hormonaux, mais qui ne vont pas être coupés de manifestations psychologiques que nous allons voir plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau neurobiologique? Donc, nous savons que le système que l'hypothalamus joue un très grand rôle dans la réaction au stress, mais aussi le système limbique. Pourquoi? Parce qu'il y a une mobilisation émotionnelle et donc c'est le siège de l'émotion. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le sujet reçoit l'information, une information sensorielle? Donc, c'est le système limbique et le cortex qui vont se déclencher, donc qui vont déclencher leur fonction. L'information, elle est renvoyée à l'hypothalamus et ce sont les réactions ou disons les réponses endocrines donc qui vont être sollicitées. Soit à travers l'extinction de l'émotion quand le cortex envoie une réponse, disons une évaluation de la situation qui n'est pas, disons qu'elle n'est pas dangereuse et qu'elle n'est pas importante, et donc le système, la réponse émotionnelle va s'éteindre. Par contre, si l'évaluation faite de la situation, elle est faite comme dangereuse et exceptionnelle, et donc la réponse émotionnelle, elle est maintenue, si on veut. Donc, que fait le système limbique à travers l'amygdale, donc ce qui est la plus importante structure concernant l'émotion chez l'individu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura, disons, le traitement va se faire à travers soit un axe, à travers l'axe du thalamus et l'amygdale, soit à travers l'axe du thalamus, le cortex et l'amygdale.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y aura stimulation des sécrétions hormonales dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les catécholamines qui vont être sécrétées à travers les différents organes du corps qui sont responsables de cela. Et donc qui vont donner tout le cortège que nous avons explicité tout à l'heure, tout le cortège des réactions corporelles. L'hippocampe, il est responsable de quoi? Il est responsable de la mémoire et donc l'apprentissage qui est fait de la situation. Et donc, s'il existe une information stockée disons, dans l'hippocampe qui parle d'une situation similaire et qui évalue la situation comme dangereuse, et donc ça va encore maintenir la réponse émotionnelle. Donc, nous voyons que les trois systèmes qui sont impliqués, donc le cortex, il interprète, donc soit il va réguler la réponse émotionnelle à travers l'évaluation qui est faite, soit il va l'amplifier. Donc, le système limbique, il va entériner, disons, la réponse émotionnelle va continuer. Donc, c'est la continuité de la réponse émotionnelle. Et le thalamus aussi, l'hypothalamus, soit pour déclencher, soit pour... mais ils travaillent tous ensemble. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Disons, quand il y a un stress, que la personne vit un stress. Donc, l'événement, il va toucher la vie psychique de la personne. À travers la réponse du stress que nous avons explicité plus haut, qu'est-ce qui va se passer? C'est une réponse biologique, mais aussi émotionnelle. Et donc, la réponse émotionnelle, si elle se maintient et nous sommes dans une phase de résistance, elle va donner une réponse émotionnelle exagérée. À travers donc la réponse émotionnelle exagérée, soit elle va donner un désordre fonctionnel, soit elle va donner un désordre psychique. Et donc, le désordre fonctionnel va nous donner un désordre somatique, mais aussi le désordre psychique va nous donner un désordre somatique et vice-versa. C'est-à-dire que la situation de stress, quand elle est aiguë mais importante, mais aussi quand elle est chronique, elle va solliciter chez la personne une perturbation biologique, mais aussi émotionnelle. Et selon les capacités de gestion de cette personne ou de ce sujet-là, la réponse émotionnelle, soit elle va être modulée et modérée à travers des mécanismes d'ajustement qui lui sont propres, nous allons les voir plus tard, soit elle va être exagérée parce qu'il y a différents facteurs qui entrent en jeu dans, disons, la modération ou l'exagération de la réponse émotionnelle. Et donc, ceci va donner des désordres fonctionnels et des désordres psychiques qui, tous les deux, vont pouvoir nous donner des désordres somatiques. C'est dire que le stress peut être une source de pathologie très importante. Donc, quand il y a une réponse émotionnelle exagérée qui nous donne un désordre fonctionnel, nous sommes dans la voie psychosomatique. Il s'est connu que le stress, il provoque des pathologies psychosomatiques très importantes. Quand nous sommes dans la réponse émotionnelle exagérée qui nous donne un désordre psychique, nous sommes dans la voie psychique. C'est-à-dire tellement la charge émotionnelle elle est très importante et la personne n'arrive pas à la gérer et à y faire face, donc elle va faire un problème psychologique, soit à travers un trouble anxieux, soit à travers un trouble dépressif, à travers un burn-out ou autre. Quand le désordre psychique nous donne un désordre somatique, là, il y a un balancement psychosomatique. C'est-à-dire, nous sommes passés de la sphère psychique à la sphère psychosomatique. Et là, nous sommes plein dedans dans la médecine psychosomatique ou la psychosomatique tout court. Donc, si on veut parler de la santé, du passage de la santé à la maladie, où le stress intervient comme élément provoquant la situation ou le passage de la santé à la maladie, nous allons étudier, disons, ce qui se passe, donc à la relation entre le vécu du stress et les sécrétions hormonales qui s'y passent. Quand il y a des traumatismes anciens, donc selon des facteurs, nous parlons des traumatismes anciens dans le vécu de la personne, nous parlons de caractéristiques de la personnalité et les événements stressants. Donc, tous ces facteurs-là, qu'est-ce qui vont provoquer une anxiété importante? L'anxiété, donc, va
disons, impliquer des sécrétions, premièrement de dopamine. Donc, quand il y a de la dopamine, ça donne, disons, une situation, un stress effort. La personne, elle fait un effort pour s'adapter à son stress, et donc nous sommes dans la situation stress effort. Et donc, mais elle contrôle la situation parce qu'elle a de l'énergie. C'est vrai qu'il y a de l'anxiété, mais ce stress effort, il est plus ou moins adaptatif du fait de la présence de la dopamine qui permet de faire face. Quand il y a la sécrétion de la dopamine et du cortisol, il y a une plus grande vulnérabilité, et donc, mais la réponse dopaminergique, elle est protectrice. Donc, elle donne toujours l'impression à la personne de contrôler et de s'adapter à la situation. Par contre, quand nous sommes dans des situations où il n'y a que le cortisol qui prime et que les sécrétions du cortisol, elles sont très importantes, nous sommes dans une vulnérabilité beaucoup plus importante du fait de l'anticipation anxieuse. Donc, la personne, elle n'a pas un vécu d'anxiété et c'est tout. Elle est dans une anticipation anxieuse. Elle attend constamment qu'il se passe quelque chose, qu'un événement va se passer. Et donc, nous ne sommes pas dans le stress effort, mais nous sommes dans le stress détresse. Pourquoi détresse? Parce que la personne n'a plus la capacité ou le sentiment de contrôler la situation. Donc, elle a le sentiment de perdre le contrôle. Donc, un stress est fort. Il faut savoir que pourquoi le stress est fort. Alors, le stress, autant il y a le stress aigu et le stress chronique, mais il y a aussi, nous parlons du bon stress et du mauvais stress. Le bon stress, c'est quand nous entamons quelque chose, un projet, un examen, un entretien d'embauche, etc., et que nous voulons réussir à tout prix, et donc nous sommes dans toutes nos facultés intellectuelles, cognitives, etc., elles sont aiguisées, donc elles sont à leur maximum pour nous donner plus de concentration, pour nous donner plus d'attention, pour nous donner plus de motivation, pour pouvoir gérer cette situation. Et donc, jusqu'à ce que, quand nous sommes dans cette situation, mais que nous ne sommes pas débordés par cette situation stressante, nous sommes dans le stress effort, c'est-à-dire juste ce qu'il faut comme stress pour pouvoir déclencher et aiguiser nos facultés intellectuelles. Et donc, par contre, le E-stress, donc le stress positif, donc E-stress, et D-stress, c'est le stress négatif. Donc, le stress négatif, c'est quand nous sommes dépassés par le stress que nous n'arrivons plus à gérer, ni sur le plan physiologique, ni sur le plan émotionnel. Et donc, nous perdons le contrôle de ce que nous sommes en train de faire. Et donc là, on est dans l'inverse du stress effort. Donc, il n'y a plus de contrôle de la situation, et donc du fait justement de la coexistence de ces sentiments-là émotionnels avec la sécrétion du cortisol. Donc ce schéma-là, il a été fait pour résumer des recherches qui ont été faites chez des personnes à travers des analyses poussées des sécrétions se trouvant dans le corps. Et donc, pour faire un petit peu le croisement entre la situation et le vécu de la situation et les sécrétions hormonales dans le corps, pour faire un petit peu ce croisement-là. Et donc, il y a la dopamine, tout va bien, d'accord, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne de l'effort. Quand il y a dopamine et cortisol, bon d'accord, il y a de l'énergie, ça c'est toujours bon, ça veut dire nous pouvons faire quelque chose, nous pouvons contrôler la situation, mais nous sommes vulnérables par la présence du cortisol, qui, même s'il a des effets positifs sur le corps, il a quand même des effets négatifs quand il y a une durée de sécrétion. Et quand il y a seulement le cortisol, c'est-à-dire nous entrons dans une phase de résistance et après d'épuisement, donc le cortisol, il va plus plonger la personne dans des situations d'attente anxieuse, donc il n'y a plus le sentiment de contrôler la situation, et c'est ce qui va donner la vulnérabilité psychique et psychosomatique. Donc, ceci par rapport au passage de la santé à la maladie, donc tout le parcours du stress et ce qu'il entraîne comme réaction chez la personne. Donc les personnes stressées, c'est connu, elles souffrent de différents symptômes, de différentes douleurs.
Donc, le grippe, mal de tête, etc. Mais de mal de gorge, mal de dos, mais aussi de dépression. Ça entraîne aussi une baisse de capacité à combattre les maladies et donc il y a beaucoup plus euh, de vulnérabilité à tout ce qui est grippe et rhume, etc., comme ça a été dit tout à l'heure. Mais là, il y a des différences individuelles qui sont liées aux réponses d'ajustement. Donc, comment s'est fait l'adaptation de la personne à cette situation stressante. Donc, le mode de vie aussi, il est pour quelque chose. Les copines, nous allons le voir maintenant. Donc, les facteurs de personnalité peuvent aussi affecter le niveau de stress. Donc, des personnes avec des affects négatifs, qui sont disons, pessimistes, agressives, etc., peuvent être beaucoup plus vulnérables au stress que des personnes qui sont positives, optimistes et qui ont une bonne gestion de leurs émotions en général dans la situation, dans leur vie. Donc ça, c'est le facteur de la personnalité, comment il interfère pour la gestion du stress. Maintenant, nous revenons un peu au classement que nous avons vu dans les cours passés. Donc, les classements des personnalités ou disons la catégorisation des types de personnalités selon Rosenman. Et donc, où le stress interfère avec le type de personnalité pour donner des réactions ou pour nous permettre de comprendre ce qui se passe chez cet individu stressé, mais en prenant en considération ses caractéristiques de personnalité. Donc nous avons, si vous vous rappelez bien, nous avions parlé de la personnalité type A, donc ils sont impatients, ambitieux, ils sont compétitifs, hostiles, etc. Et donc l'émotion chez eux, elle est normale, donc ils vivent dans un rythme où il y a l'émotion en continu, le challenge et l'action, c'est leur moteur, mais qui reste quand même en continuité, elle reste nuisible à long terme. Donc, nous avons dit que le type A, il est plus disposé aux maladies cardiaques. Nous avons parlé du type C, donc ils sont décrits comme agréables, gentils, effacés, coopératifs, n'expriment ni colère ni émotion, mais qu'au fond, ils sont dans disons, ils ont des affects négatifs comme le désespoir, l'humeur dépressive, la tristesse, le découragement, etc. Ils ont le sentiment d'échec, de dévalorisation de soi et de culpabilité. C'est des personnes qui n'expriment pas leurs frustrations et leurs émotions. Ils les répriment dans le corps. Et c'est ça ce qui est mauvais chez eux. Donc, leur comportement, ils sont un peu isolés, donc ils se retirent quand ils sont pas bien, ils se retirent ou ils fuient. Les émotions sont réprimées et ils ont un faible niveau de contrôle sur les événements stressants. C'est-à-dire, ils ont l'impression de ne pas contrôler les situations. Et donc, qu'est-ce qui a été dit sur les personnes de type C? Que les personnes de type C, ils avaient l'incapacité, le sentiment d'incapacité de contrôler les situations stressantes, donc va altérer le système immunitaire, et donc cette altération du système immunitaire qui va être en continu va disons favoriser le développement de tumeurs cancéreuses chez ce genre de personnalité. Les études qui ont été faites sur ces personnalités, donc elles soulignent le lien entre la répression des affects et l'évolution, apparition ou évolution de certains cancers. Mais il faut rajouter l'absence de soutien social qui est un élément modérateur ou favorisant ce risque-là. Et donc le soutien social, il est très important parce qu'il permet à la personne de se maintenir quand elle n'arrive plus à gérer toute seule. L'absence de soutien social va fragiliser encore plus la personne et donc va la mettre dans des situations de vulnérabilité beaucoup plus importantes. Donc le type B, c'est le type le plus, disons, le plus stable, si on veut. Ils sont décontractés, accommodants, ils se mettent pas facilement en colère et donc ils sont beaucoup plus, ils gèrent beaucoup mieux la situation. Donc nous ne pouvons pas être de type A et de type C. C'est pas possible. Mais je vous ai dit qu'il y avait une critique, même si cette classification, elle est très, très, très utilisée
en psychologie médicale, elle a été quand même critiquée. Pourquoi? Parce que certains cliniciens refusent la catégorisation des personnalités. Donc, au lieu de parler de type, ils préfèrent parler de caractéristiques. Donc, c'est quoi ces caractéristiques? Quelles sont les caractéristiques qui existent chez l'un ou chez l'autre? Et faire le lien, comment elles peuvent influer sur sa façon de vivre le stress et sur les répercussions de ce stress sur la santé plus tard. Donc, les différentes études, il y en a beaucoup sur le stress et la personnalité, le stress et la santé et la maladie. Donc, ils ont rapporté la relation existante entre la réaction immunitaire et les événements de vie. Et donc, que les événements de vie que traverse la personne vont provoquer ou vont favoriser des modifications dans sa santé et donc dans les réactions immunitaires. Donc, ils ont parlé de l'alexithymie. Donc, l'alexithymie qui est liée ou associée au risque de cancer. L'alexithymie, c'est l'incapacité à reconnaître ses émotions. Pas seulement à les exprimer, mais à les reconnaître. Donc, il y a un genre de détachement chez la personne, et c'est connu. L'alexithymie, elle est connue chez les malades psychosomatiques. Donc, il y a une certaine pauvreté d'expression émotionnelle et affective. Ils sont un peu détachés dans leur façon de parler, un discours assez pauvre. Et donc, quand les personnes sont résignées, même constat, c'est-à-dire les personnes résignées, qui ont une rigidité du moi, donc qui n'ont pas de souplesse dans l'utilisation des mécanismes de défense, qui répriment leurs affects et leur agressivité, il y a une corrélation très importante entre ces caractéristiques de personnalité et l'existence de cancer chez eux. Et donc, chez les états que nous avons cités, donc chez ces personnes-là, ils sont associés à un sentiment de perte de contrôle. Une perte de contrôle, ça équivaut à une augmentation du cortisol, ce que nous avons vu plus haut. Donc, le sentiment de stress, détresse, donc pas le stress effort qui vous mobilise quand vous avez un examen et qui vous empêche de dormir, vous concentrer pour bien mémoriser, etc. Donc, on est dans le stress détresse où la personne, elle va lâcher parce qu'elle n'a plus le sentiment de contrôler la situation. Et donc, qui à son tour a un effet immunosuppresseur et donc plus de maladies infectieuses, virales, immunitaires, telles que le cancer. Donc, ce sont les différentes études qui sont très importantes et très nombreuses qui essayent de faire le lien entre le stress et tout ce qui est, disons, le stress et les différentes maladies immunitaires. Donc, pour qu'est-ce qui se passe quand il y a un stress? Donc, nous avons, alors, j'ai expliqué l'alexithymie. L'alexithymie, j'avais dit que c'est la caractéristique des personnes qui n'arrivent pas à reconnaître leurs émotions. Donc, nous sommes en principe capables d'exprimer nos émotions et de les reconnaître, donc de les détecter et de les connaître, qu'est-ce que nous ressentons à l'intérieur. Une personne alexique qui a cette caractéristique-là, généralement, elle est très fréquente, pas contrôlée, non, reconnaître et exprimer. Ils ne connaissent pas, vous leur dites qu'est-ce que vous ressentez, et vous dites normal, ou hello, rien, par exemple. Par contre, une personne qui est connectée à elle-même, qui a la capacité de reconnaître ses émotions positives ou négatives, et donc de les détecter, de les connaître et de les exprimer, elle va se prémunir de cette réponse psychosomatique. Je vous ai dit que l'alexithymie était une caractéristique des malades psychosomatiques parce que cette incapacité-là, elle va agir sur le fonctionnement somatique de la personne. Donc, l'incapacité à exprimer ses émotions et l'incapacité à les reconnaître sont des caractéristiques qui peuvent fragiliser l'organisme en laissant, ou disons, en ouvrant la voie. Nous avons parlé de l'axe psychosomatique tout à l'heure, en ouvrant la voie vers l'expression psychosomatique à travers les maladies.
Maintenant, entre les maladies auto-immunes et le stress, elle n'est pas linéaire, la relation. Tout ce dont je viens de proposer, ce n'est pas linéaire. Donc, ce n'est pas une relation de cause à effet. Nous avons parlé d'un individu qui est, disons, pris dans une lecture. Nous devons faire une lecture tridimensionnelle, multidimensionnelle, biologique, psychologique et sociale. Donc, ceci nous pousse à prendre en considération à la fois l'élément biologique, donc une prédisposition génétique, prédisposition. Est-ce que vous m'entendez ou il y a seulement une seule personne qui n'arrive pas à m'entendre? Pour le reste, vous arrivez à entendre comme il faut? Oui, D'accord. Donc, c'est la personne qui a un problème avec c'est peut-être son PC. Et donc, entre la réponse, donc je vous ai dit que nous sommes appelés à avoir une vision multidimensionnelle. Nous devons à la fois prendre en considération la dimension biologique, donc qui implique une prédisposition génétique, la dimension psychologique qui implique des caractéristiques de personnalité, et la dimension sociale qui implique donc les facteurs sociaux, l'apprentissage, le soutien social, etc. Donc c'est à travers l'interférence de ces trois dimensions que nous pouvons expliquer la maladie, nous pouvons expliquer le trouble, etc. Donc les maladies auto-immunes, elles peuvent avoir, selon les médecins et le savoir médical, une explication, disons, biologique, mais le facteur psychologique, il y est. À travers, disons, le déclenchement du problème, des éléments déclencheurs qui vont mettre, ou disons, mettre en avant ce problème-là ou cette pathologie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand nous sommes stressés? Ça ne veut pas dire que nous sommes tous égaux face au stress. Il y a des différences individuelles. Nous réagissons différemment selon notre personnalité. Donc, le coping, c'est l'ajustement. C'est une traduction du mot anglais. Donc, c'est quoi ce coping-là? C'est quoi cet ajustement? Ce sont les efforts que nous faisons quand nous sommes stressés. Donc, il y a des efforts cognitifs, donc mentaux, mais aussi comportementaux, qui vont changer au gré de la situation. Pourquoi nous faisons ces efforts-là? Donc, pour maîtriser le stress, pour essayer de le réduire, pour essayer de le tolérer, etc., etc., parce que nous sentons que cette situation elle est menaçante, il faudrait qu'on réagisse. Donc, à la fois, nous avons parlé du stress qui impliquait une réponse biologique et psychologique, mais là, nous parlons des stratégies qui vont, ou des efforts mentaux que va faire le sujet face à cette situation pour ne pas se laisser déborder, pour la maîtriser. Donc, il faut comprendre que Folkman et Lazarus étaient les premiers à avoir, disons, fait le lien entre les stratégies d'ajustement et le stress. Donc, ce sont les pères fondateurs du coping. Après, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites pour essayer de parler sur telle et telle stratégie pour les catégoriser. Donc, en gros, nous avons trois familles de stratégies. Soit les stratégies centrées sur le problème, donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va cibler les stresseurs, elle va essayer de l'éliminer, elle va essayer de résoudre le problème, elle va planifier, elle va faire des efforts mentaux pour modifier la situation à son avantage. Elle va rechercher plus d'informations, elle va rechercher de l'aide, une personne plus expérimentée qu'elle, qui est passée par la situation, etc. Et donc, pour essayer, elle se centre sur le problème lui-même pour essayer de le maîtriser. Donc, généralement, les stratégies centrées sur le problème sont plus efficaces que les autres et donc permettent plus l'adaptation de la personne aux situations stressantes et protègent des pathologies. Ceci dit, quand la personne elle est exclusivement sur les stratégies centrées sur le problème, elle est coupée de son émotion, ça va avoir des répercussions aussi sur sa santé. Donc, dans l'absolu, nous ne devons pas être rigides. C'est pour ça que nous avons dit c'est des efforts constamment changeants. C'est-à-dire il faudrait balancer et être souple dans les stratégies utilisées, mais pas une exclusivité et une prégnance de telle ou telle méthode ou telle stratégie. Nous avons le deuxième type, les stratégies centrées sur l'émotion.
Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle est stressée, elle va faire des efforts pour atténuer les états émotionnels déclenchés, pour les minimiser, les supporter, etc. Elle va essayer, soit donc elle va pleurer pour se décharger, soit elle va éviter de penser au problème, donc elle va disons, se distraire, fuir, etc. C'est pour réguler son émotion. Donc, son effort, elle veut réguler son émotion coûte que coûte. L'émotion qui est provoquée par la situation stressante. Et donc, parfois, la croyance religieuse aide la personne à modérer son émotion. Et donc, quand elle va vers cette interprétation-là, par exemple, l'interprétation de la maladie, euh, euh, va plus aider la personne à minimiser l'émotion et elle ne s'intéresse pas au problème. Elle ne s'intéresse pas du tout au problème. Donc, il est moins opérant. Le coping, ces stratégies-là sont moins opérantes que les stratégies centrées sur le problème. Donc, l'évitement est une stratégie courante. Donc, quand il fait appel à des activités ou des comportements positifs, donc, mais à condition qu'ils soient temporaires. Pas que ce soit une stratégie permanente et que ce soit le seul mode de réponse de l'individu au stress. Donc, parfois, la fuite, elle se passe dans des moyens, donc psychotropes, par exemple, euh, voilà, psychotropes, soit alcool, tabac, drogue, etc. Donc, les stratégies citées ne sont pas rigides, donc elles varient selon les situations, mais elles restent quand même influencées par les traits de personnalité. Donc, tout est lié, vous voyez, donc la situation de stress et ses caractéristiques, est-ce qu'elle est aiguë, est-ce qu'elle est chronique, est-ce qu'elle dure dans le temps, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est supportable, etc. Nous avons la réaction à ce stress-là et donc ce que ça implique sur l'organisme et ce que ça implique aussi sur l'aspect psychologique. Nous avons les styles de coping, euh, concernant la personne, donc qu'elle utilise, mais sans rigidité, comme je vous ai dit. Le meilleur style de coping, donc qui est centré sur le problème, il peut être opérant, certes, mais il peut y avoir des répercussions sur la santé de l'individu. Mais aussi, il y a un facteur qui va modérer cette stratégie-là, c'est les caractéristiques et les traits de la personnalité. Et donc pourquoi c'est inopérant? Quand vous êtes face à une situation stressante et vous faites tout pour diminuer votre émotion, vous n'avez pas résolu le problème. Le problème, il est toujours là. Jusqu'à quand vous allez faire diversion? Jusqu'à quand vous allez juste moduler votre émotion? Jusqu'à quand? Vous êtes face à la situation, c'est-à-dire ça pourrait être efficace dans un premier temps pour permettre à la personne de maîtriser ses émotions, mais elle doit faire face à la situation. Autrement, elle est toujours dans une réaction, disons, d'évitement de la situation. Donc, un équilibre entre les stratégies centrées sur l'émotion, donc réguler, baisser, gérer, etc., mais aussi entre les stratégies centrées sur le problème, un équilibre entre les deux, c'est le meilleur. Pourquoi? Ça permet de se préserver sur le plan émotionnel et physique, somatique, mais en même temps, ça permet de faire face au problème. D'accord? Donc, ni l'un extrême, ni l'autre. Donc, voilà par rapport aux stratégies de coping et, et, et le stress et les réactions biologiques. Et avant de passer à la douleur, je vais voir vos questions. Alors, est-ce que le sexe joue un rôle dans ces stratégies? Maintenant, les hommes sont plus logiques, centrés sur une résolution, les femmes beaucoup plus l'évitement. Ah bah c'est discuté, mais ce n'est pas c'est pas arrêté si on veut. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, nous pouvons penser que les stratégies centrées sur l'émotion, c'est plus l'apanage des femmes, par exemple. Elles sont toutes portées vers l'expression émotionnelle, les pleurs, les expressions, etc., etc. Mais l'homme, par exemple, le facteur culturel qui intervient, c'est qu'il n'exprime pas, par contre, il retient.
Et donc, il va tout faire pour réguler ses états émotionnels à travers, par exemple, à l'utilisation de l'alcool, du tabac, etc. D'accord? Évitement, c'est éviter. D'accord? Éviter. Donc, la stratégie éviter la situation, c'est utiliser la stratégie de l'évitement. Donc, juste pour ne pas faire face à la situation, pour, disons, se prémunir de cette situation stressante. Donc, comme je vous ai dit, il y a le facteur culturel qui intervient dans le mode d'expression, d'accord, des stratégies, de la stratégie utilisée, donc le mode d'expression. Par contre, c'est plus l'apprentissage qui est un élément. L'apprentissage est là et les caractéristiques de personnalité qui rentrent dans les stratégies elles-mêmes. Donc, l'expression émotionnelle, etc., c'est plus l'aspect culturel. Les stratégies de coping, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Donc, on avait dit l'élément de la société. Donc, le facteur de la société joue un très grand rôle pour des apprentissages qui vont être intégrés dans la personnalité. Et donc, les stratégies de coping font partie des caractéristiques aussi de la personnalité et sa capacité à faire face ou à ne pas faire face. Et donc, donc c'est plus les expériences premières, les apprentissages et les traits de personnalité. Donc voilà par rapport à tout ce qui est stress. Donc nous allons passer au deuxième cours qui est la psychologie de la douleur. Enfin, la deuxième partie du cours qui est la psychologie de la douleur. Donc la douleur, elle est d'accord, elle est physique, elle a une explication physique, mais avec le temps, beaucoup de recherches se sont multipliées et à travers les observations des cliniciens, ils se sont rendus compte que la dimension psychologique, elle était très très importante parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver une explication biologique tout le temps, à trouver l'explication biologique à la douleur. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui échappait à l'interprétation ou à l'explication. Donc, c'est quoi la douleur? Donc, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, donc qui repose sur le ressenti du patient et qui est difficilement quantifiable. Donc, c'est plus il y a un élément subjectif, donc d'un patient à un autre, il y a une différence dans ce ressenti-là, dans cette émotion désagréable, et c'est difficile à quantifier, quoique il y a des... Quel axe? De quel axe vous parlez? Reformulez votre question, s'il vous plaît. Vous pouvez reformuler votre question? Bon, nous continuons. Vous allez prendre un petit peu de temps pour reformuler votre question et vous me la poserez à la fin du cours si vous le voulez bien. La personne qui demande sur l'axe. Je n'ai pas compris votre question. Donc, nous allons continuer avec la douleur. Donc, il y a une différence il ne pouvait pas expliquer certaines douleurs chroniques. Donc, quand elles sont aiguës, d'accord, elles sont explicables, à expliquer. Par contre, quand elles étaient chroniques, il n'y avait pas tout le temps la possibilité de l'expliquer par un médecin. D'où la naissance de certaines recherches concernant les études de la dimension psychologique de la douleur. Et donc, la douleur, elle est liée à des facteurs physiologiques, oui, très bien, système nerveux central, etc., l'électrophysiologie, mais aussi psychologique, c'est-à-dire les conflits psychosociaux, l'angoisse et les affects dépressifs étaient très liés à la douleur et à la perception de la douleur. Et il y a une différence individuelle dans les réactions à la douleur et à la souffrance. Donc, les douleurs chroniques affectent de 20 à 30% de la population adulte, davantage les femmes, ça c'est les constats des cliniciens, mais aussi les catégories socioprofessionnelles défavorisées.
Et l'atteinte de la douleur augmente avec l'âge. Donc là, nous voyons qu'il y a une vulnérabilité chez la personne âgée, une vulnérabilité beaucoup plus chez les personnes défavorisées et chez les femmes. 20-30%, c'est quand même important, d'où l'intérêt pour le sujet de la douleur depuis quelques années. Donc, les douleurs affectent principalement le dos, le cou et les épaules, ce que nous appelons les troubles musculo-squelettiques, récemment très étudiés, les membres, la tête, l'abdomen, etc. Les douleurs sont souvent associées aux troubles du sommeil, tout à fait logique, à l'anxiété, à la dépression, mais aussi une altération de la qualité de vie de la personne. Donc, s'il y a de la douleur constamment, la personne n'est pas à l'aise dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle vit. Donc, c'est là où nous parlons de qualité de vie. C'est comment nous ressentons dans notre environnement, dans notre vie, à travers notre activité, dans notre corps, etc., etc. Donc, la douleur, c'est quoi la signification de la douleur? La douleur chronique ne s'explique pas par le modèle biomédical traditionnel, hein, parce qu'il n'arrive pas, en parlant de la douleur chronique, aiguë, elle est expliquée. Donc, le modèle linéaire, donc problème, douleur, ne pouvait pas expliquer l'intensité ressentie par certaines personnes et la chronicité vécue de la douleur. Et donc, d'où la nécessité d'une évaluation multidimensionnelle, donc une évaluation biologique, une évaluation psychologique, une évaluation sociale pour pouvoir comprendre ce qui se passe chez ce patient-là que nous n'arrivons pas à soulager à travers les médicaments utilisés jusque-là. Et donc, pour le soignant, la douleur constitue un signal d'alarme, ça vous le connaissez mieux que moi, c'est un signal d'alarme, donc elle doit être évaluée et maîtrisée. Quand elle est chronique, donc c'est une maladie à traiter. Et donc, par contre, il y a l'élément subjectif de la douleur, donc une composante subjective. Et donc, quand nous disons subjectif, c'est-à-dire qu'elle est liée à ce sujet-là, donc à sa dimension psychologique et à ses caractéristiques, aux caractéristiques de l'environnement social. Et donc, pour ne pas les négliger, il faut les prendre en considération pour ne pas restreindre, si on veut, notre évaluation des causes de la douleur chez le malade. Pour le sujet, donc, elle supprime le sommeil, l'appétit, donc c'est une souffrance pour lui constamment. Elle envahit la pensée et donc elle va entraver les plaisirs de la vie. Quand elle est très importante et permanente, elle peut aller jusqu'au suicide chez certaines personnes. Donc, par rapport à disons, l'explication biologique de la douleur, vous la connaissez à travers les récepteurs, et donc le signal électrique et les récepteurs l'escalon épinière jusqu'au cerveau qui va interpréter. Par contre, l'imagerie cérébrale, qu'est-ce qu'elle a permis? Elle a permis d'isoler ou de détecter les zones du cerveau qui sont responsables des informations sensorielles et qui sont responsables, disons, des zones de l'émotion, comme nous avons parlé tout à l'heure sur le stress. Et donc, l'imagerie cérébrale, elle a permis de faire le lien dans les zones du cerveau entre les informations sensorielles et les ondes de l'émotion. Et donc, les ondes de l'émotion qui sont responsables de la déplaisance, les ondes de la mémoire qui sont responsables de l'expérience qui est enregistrée. Donc, si elle est déplaisante, elle est enregistrée. Si elle est plaisante, elle est enregistrée. Et donc, ce sont les ondes de mémoire qui vont permettre la prise de conscience ou le vécu conscient de cette situation. C'est-à-dire à la fois, il y a les informations sensorielles, il y a les informations ou plutôt les ondes de l'émotion qui sont responsables, mais il y a aussi les ondes de mémoire. Et nous allons voir plus tard, maintenant dans le détail, qu'est-ce qui va se passer. Donc l'imagerie cérébrale avec les neurosciences a permis d'élargir la vision et d'essayer de comprendre beaucoup plus qu'est-ce qui interfère disons, à partir du cerveau, qu'est-ce qui interfère dans l'accentuation ou la modération de cette douleur. Qu'en est-il pour les aspects psychologiques? Qu'est-ce qui existe chez le personne douloureux, le malade, pardon, ou la personne, le malade douloureux chronique?
qu'est-ce qui se passe? Ils ont trouvé une corrélation, un lien étroit entre la douleur chronique et la dépression, chez 50% des cas. Et l'anxiété aussi. D'après les recherches, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les patients qui avaient une douleur chronique, ils leur ont fait passer le HAD, Hospital Anxiety and Depression. Donc c'est un questionnaire très très connu dans le milieu de la psychologie médicale et de la psychologie de la santé. Quand ils ont évalué, donc ça nous permet d'évaluer la dépression et l'anxiété. Et ils ont trouvé que ces personnes qui avaient la douleur chronique, 50% d'entre eux avaient un problème dépressif et un fort pourcentage d'anxiété. Ça veut dire qu'il y a un lien étroit entre la douleur et la dépression et l'anxiété. Et donc, d'après toujours ces recherches, ils ont constaté que les centres qui étaient responsables de la perception de la douleur étaient aussi liés au centre des émotions, c'est-à-dire le thalamus. Et donc, nous sommes un petit peu sur la même zone qui permet de détecter ou de percevoir la douleur, mais aussi de donner certaines émotions. Et donc, ce qui fait que le lien entre les aspects émotionnels, dépression, anxiété et douleur, il était très, très proche. Deuxième constat, ils ont constaté, là, nous sommes dans les aspects psychologiques et sociaux qui interfèrent. Nous sommes dans une vision pluridimensionnelle, biologique, psychologique et sociale. Donc, la peur, ils ont remarqué que la peur augmentait la perception de la douleur. Pourquoi? Quand nous avons peur, il y a une hypervigilance et une attention focalisée sur la situation et sur la chose. Quand nous sommes hypervigilants et que nous avons une attention focalisée, nous sommes plus sujets ou nous percevons plus la douleur. D'accord? Par contre, si nous sommes distraits, quand il y a une distraction, une activité, des loisirs, et donc ça va réduire l'hypervigilance et ça va réduire l'hypersensibilité à la douleur. Et donc, aussi, ils ont aussi remarqué qu'un individu, disons, donc l'attention elle est sollicitée par quelque chose, donc qui s'intéresse à quelque chose, son attention elle est plus centrée sur autre chose que sa douleur, il va être moins focalisé sur la douleur et les événements douloureux. Là, par exemple, je vais pivoter. Là, je vais pivoter sur la douleur chez l'enfant, par exemple, et tout ce qui est loisirs et activités. Il est connu que dans les services de pédiatrie, le clown, il fait partie des modalités de prise en charge dans les services de psychiatrie. Pourquoi? Parce que ça va distraire l'enfant. Ils avaient remarqué donc ce qu'on appelle le rire médecin. Donc ils avaient remarqué que faire rire un enfant pouvait le distraire, donc il ne restait pas focalisé sur sa douleur et ça a diminué sa peur. Et ils ont remarqué qu'ils utilisaient moins d'antidouleurs chez les enfants quand ils étaient dans cette situation de joie et de distraction. Donc ça, c'est important surtout pour comprendre un petit peu la situation. Après, expliquer la peur, comment l'éviter, par exemple, chez un patient douloureux, c'est l'explication, la bonne relation, comme on avait dit, avec le médecin et l'explication claire de la chose, donc qu'elle soit bien présentée et bien claire. La dramatisation. La dramatisation de la douleur, donc, permet d'entretenir la douleur. C'est-à-dire qu'elle reste, quand nous sommes dans une dramatisation, elle est toujours perçue, nous sommes focalisés, et donc, nous sommes toujours dans cette perception continue de la douleur. Parce qu'il y a perception de l'incapacité. Nous dramatisons, nous percevons l'incapacité, donc la douleur, elle se chronicise. Par contre, une personne qui ne dramatise pas, donc elle ne dramatise pas, c'est-à-dire elle lui donne une explication cohérente, objective, donnée par le médecin, etc., qui va l'intégrer dans sa tête, va lui permettre de dédramatiser la situation et donc d'essayer de reprendre un peu les choses de la vie, ses activités et ses occupations pour être moins focalisé sur la douleur. L'apprentissage. L'apprentissage, donc
les sensations désagréables chez l'enfant, elles vont être apprises dans la famille. C'est des choses qui se transmettent dans la famille. Et donc, quand il y a une dramatisation, quand nous accordons trop d'importance à la douleur face à l'enfant, il va intégrer et sa façon de percevoir la douleur, elle va être une copie de ce qu'il a appris au sein de la famille. Donc, quand il y a une bonne perception de la situation et une intégration d'une information cohérente sur la douleur, ne pas dramatiser la sensation désagréable, etc. Donc, l'apprentissage va se faire de manière beaucoup plus favorable que chez quelqu'un qui va paniquer à la moindre sensation parce qu'il a appris cela en famille, au sein de sa famille. C'est un mode de perception des choses. Le soutien que peut représenter une personne proche, le soutien, nous avons dit qu'il est très important pour tout individu et encore plus pour le malade, permet d'atténuer la douleur. Comment? Donc, soit la personne, elle va l'augmenter à travers son attitude, soit elle va pouvoir la diminuer. Donc ici interfèrent quoi? Les propres croyances. Donc les propres croyances des personnes et leurs attentes, c'est un élément qui favorisant, disons, la perception de la douleur. Et puis la relation des deux personnes. Une personne, un patient qui ne supporte pas, par exemple, un membre de sa famille, il y a une relation conflictuelle avec lui, va être beaucoup plus dans une expression de la douleur en sa présence que pendant son absence, par exemple. Ou bien l'inverse, vouloir attirer l'attention de quelqu'un, faire en sorte que la personne s'intéresse plus au malade, ce malade-là, qu'est-ce qu'il va faire? Va beaucoup plus exprimer sa douleur. Pourquoi? Parce qu'il y a des attentes vis-à-vis de cette personne-là. Donc, le soutien et le type de relation, si on veut, entre les deux. Alors, comment elle peut être atténuée, entretenue, la douleur? C'est les expériences actuelles vécues par le patient. Donc, les relations interpersonnelles, le soutien social jouent un rôle, les difficultés dans le milieu de travail, la perception du futur, tous ces éléments-là, les expériences actuelles peuvent favoriser la perception de la douleur et la majorer. En d'autres termes, une personne qui est stable dans son environnement, qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de problèmes, qui est stable dans son travail, qui a de bonnes relations interpersonnelles, etc., va faire l'expérience de la douleur, disons, le plus normalement du monde. Donc, elle va être traitée, elle va rentrer dans l'ordre. Par contre, une personne qui est instable, qui a instable professionnellement parlant, qui est instable dans ses relations interpersonnelles, d'accord, qui a des difficultés à gérer sa vie dans l'immédiat, qui a une fragilité de personnalité, va moins gérer l'expérience de la douleur. Pourquoi? Parce qu'elle est prise dans un engrenage psychosocial pas favorable pour essayer de gérer sa douleur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La douleur va se chroniciser parce qu'il n'y a pas cette capacité justement chez la personne à gérer sa douleur. Donc, quelles sont les dimensions affectives de la douleur? Donc, le traitement psychique de la douleur, donc le traitement physique, vous le connaissez mieux que moi. Donc, nous allons aborder le traitement psychique de la douleur. Donc, le traitement psychique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment nous percevons la douleur, comment elle est perçue et comment elle est vécue. C'est ça le traitement psychique. Donc, les affects primaires, il y a les affects primaires et les affects secondaires. Donc, premièrement, il y a la personne, le malade, il va percevoir le caractère menaçant de la douleur. Quand la douleur, elle est là, il y a des désagréments. Donc, nous avons vu que c'était une réponse sensorielle, émotionnelle désagréable. Et donc, la douleur, elle est synonyme de menace. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça va donner, donc c'est une expérience immédiate immédiateté de la sensation douloureuse. Donc, dans un second temps, le désagrément causé par la douleur, il va entraîner des émotions. Donc,
nous avons dit que la personnalité, elle est formée d'émotions et de pensées. Elles sont liées, ce sont nos contenus psychologiques. Et donc, l'émotion, elle va solliciter une pensée, une interprétation. Pourquoi? À travers cette émotion, la douleur, à travers cette émotion de désagrément, l'expérience désagréable, etc., elle va laisser place à des pensées, d'interprétation, de peur, etc. Donc, une évaluation va être faite de la situation. Une évaluation, comment, c'est quoi cette douleur? Ça reflète quoi? Et la personne va chercher un sens à cette douleur dans sa tête. Et donc, les conséquences, elle va penser aux conséquences. Il y a un contexte que j'ai expliqué tout à l'heure, donc qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement et quelles sont ses croyances. Les croyances, donc, nous les intégrons à partir de notre environnement culturel et social. Il va influencer notre constitution de la personnalité, il va influencer nos croyances aussi, et aussi nos valeurs. Et donc, c'est plus les affects secondaires, d'accord, les affects primaires, ils sont automatiques, mais les affects secondaires, ils sont beaucoup plus complexes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, et nous allons tous chercher, quand nous sommes face à une douleur, nous allons chercher des expériences passées, nous allons chercher des interprétations. Cette douleur, elle peut être liée à quoi? Et tout ça va soit majorer cette expérience désagréable, soit va l'atténuer en fonction de ce que nous avons comme bagage. Donc, les recherches menées auprès d'individus atteints de douleurs chroniques ont démontré l'existence d'une relation significative entre l'état affectif, donc ce qui a été dit tout à l'heure, anxiété et dépression, et la douleur. Donc, taux plus élevé de troubles d'humeur, troubles anxieux, donc nous avons dit 50%. Les émotions négatives, donc nous avons parlé des émotions négatives tout à l'heure sur le stress, et maintenant elles interfèrent aussi comme élément favorisant le développement de la douleur. Donc une personne plutôt désespérée, triste, etc., va vivre la douleur de manière beaucoup plus intense qu'une personne positive et optimiste. D'accord? Et donc, ils ont observé chez les malades douloureux chroniques des émotions plus négatives, de la contre-productivité et l'inefficacité des traitements entrepris. Donc, il y a un échec de la prise en charge médicamenteuse de la douleur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'élément psychologique qui est plus important. Et non-efficacité des différentes interventions axées sur la douleur. Donc, les psychothérapies traditionnelles ne fonctionnaient pas. Par contre, les psychothérapies, ou plutôt les techniques thérapeutiques les plus utilisées, c'est l'hypnose. L'hypnose permettait vraiment de détacher la personne de cette perception douloureuse et d'atténuer cette sensation désagréable. Alors, voilà, donc il y a les TCC aussi, un peu, donner des résultats, mais pas les autres psychothérapies. Alors, l'évaluation psychologique de la douleur, donc, c'est-à-dire un professionnel, un médecin, il va faire une évaluation psychologique de la douleur chez son patient. Et donc, pourquoi? Pour permettre de mieux considérer la situation du patient et donc de mieux évaluer ce qui se passe. Donc, nous avons dit que l'évaluation, elle était plutôt subjective. Donc, comment elle se fait? C'est-à-dire, le patient va dire un petit peu le seuil de la douleur qu'il est en train de vivre. Mais l'évaluation qui devrait être faite par le corps soignant, elle est, disons, elle est pluridisciplinaire. Il y a l'évaluation du médecin, donc une évaluation somatique, mais il y a aussi une évaluation psychologique et une évaluation sociale, donc de la personne ou du malade. Donc là, on est dans l'interdisciplinarité qui permet justement de mieux comprendre et de mieux expliquer la chronicité de la douleur chez ce patient-là, ce qui est important.
Après cette évaluation et ce diagnostic, donc interdisciplinaire, il y a le projet thérapeutique qui est prescrit pour le patient. Et donc, la prise en charge, il y aura la prise en charge somatique, il y aura la prise en charge psychologique, il y aura la prise en charge sociale pour permettre de soulager le patient. Ça, c'est par rapport à la prise en charge. Infirmier diplômé d'État. Les TCC, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, ça englobe des techniques, des exercices que le thérapeute fait faire à son patient pour un apprentissage différent de l'apprentissage pathologique qui a été fait. Par exemple, quelqu'un qui a des phobies, une phobie, disons, sociale, donc il a peur de rencontrer les gens, il a peur de parler en public, il a peur de se faire remarquer par le public, etc. Donc, s'il fait une psychothérapie cognitivo-comportementale, donc son thérapeute va lui faire des exercices graduels et une exposition graduelle pour diminuer cette phobie-là et plus l'intégrer dans le côté social et reprendre une activité, disons, ou un lien normal aux autres. Donc, comment elle est perçue, l'expression de la douleur chez l'enfant? Donc, nous allons voir un peu à travers les âges, ce qui est différent d'un âge à un autre. Alors, vivre une douleur chronique limite la participation de l'enfant et l'adolescent à des activités quotidiennes et sociales, ça c'est connu. Et donc, les enfants ont une difficulté à dormir à cause de la douleur. Et donc, ils vont manifester des troubles de l'humeur. Des troubles de l'humeur, mais aussi des troubles anxieux, dépression et anxiété chez l'enfant. Et donc, ceci pour expliquer un petit peu les changements dans le comportement de l'enfant qui est exposé à la douleur. C'est pour ça que je vous ai parlé un petit peu du rire médecin tout à l'heure. La perception et expression de la douleur chez l'adulte, donc c'est une limitation, elle induit une limitation des activités professionnelles, donc il y a une incapacité fonctionnelle et mentale qui frustre le sujet, donc qu'est-ce qu'il va faire? Des arrêts de travail, il va s'arrêter de travailler, il va être centré et hyper vigilant sur sa douleur, il ne peut rien faire d'autre, donc il y a une rupture du lien professionnel. Donc, les adultes atteints de douleurs chroniques, c'est les premiers qui vont en consultation, plus que les personnes âgées et les enfants, mais bien moins que les femmes. Les femmes, peut-être un peu plus. Les femmes vont consulter un peu plus. On fait une petite pause de 5 minutes si vous le voulez bien, parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de voir que c'était trop long. 5 minutes de pause.
Me revoilà. Donc c'était une petite pause pour quand on avait besoin de moi à l'administration. Donc et je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de questions sur l'examen. Est-ce qu'on est sur l'examen ou on est sur le cours? Le cours, vous l'aurez demain, maximum. Parce qu'il faut le transférer en PDF, donc demain maximum, vous l'aurez. Continuons. Donc, je vous ai parlé un petit peu des adultes, donc plus de femmes qui vont, euh, plus de femmes qui vont solliciter la prise en charge de la douleur. D'accord? Donc, on va continuer. Donc, la perception chez la personne âgée, elle est beaucoup plus importante que chez les autres personnes. Donc, plus la personne, elle va vers, disons, elle devient âgée et plus elle devient plus sensible à la douleur et la douleur se chronifie. Donc, selon les études et les observations qui ont été faites. Et donc, ça implique une réduction de la qualité de vie. Donc, une personne âgée avec toutes les difficultés qu'elle vit et si la douleur se rajoute, ça va donner une incapacité physique, mais aussi, ça va favoriser une dépression sévère comparativement aux adultes qui vont pas forcément faire de dépression sévère. Donc, la dépression peut être modérée, mais pas sévère, comme chez la personne âgée. Donc, mais celles qui peuvent réussir à gérer leur douleur ont une meilleure qualité de vie. Comment se fait la prise en charge de la douleur? Donc, disons, le modèle biopsychosocial dont je vous parle n'est pas partagé par tous les professionnels. C'est-à-dire, un médecin, il vous dit, moi je suis médecin, moi je soulage avec les médicaments, c'est ça mon rôle, je ne vais pas m'intéresser à la vie ou à la vie psychique, sociale de la personne. Et donc, ce n'est pas un modèle qui est adopté par tout le monde. Quoique, il y a certains services disons, gestion de douleur, qui sont en train d'ouvrir ici et là pour soulager les personnes. Et donc qu'est-ce qui se passe? Les perceptions, quand nous parlons des théories profanes de la maladie et de la douleur, ça veut dire les représentations ou l'interprétation de la douleur selon la connaissance du patient. Donc ce n'est pas un savoir médical, mais une connaissance qui est propre au patient. Donc, fait que son interprétation de la douleur fait qu'il ne va pas y avoir observance thérapeutique, donc il ne va pas suivre les recommandations et suivis de son médecin. Par contre, et donc, il va y avoir échec de la prise en charge. Pour les cancéreux, donc la douleur chez les cancéreux dans le stade terminal peut toucher 60 à 90% des patients. C'est dire que le nombre il est très très important. Donc, en plus des traitements chimiques que vous connaissez, les traitements associés, donc nous avons, comme j'ai cité tout à l'heure, la relaxation. Excusez-moi un petit moment. Donc, nous abordons la prise en charge de la douleur. Donc, en plus des traitements chimiques de la douleur, les traitements associés, donc relaxation, acupuncture, massage, hypnose, mais aussi anxiolytiques et antidépresseurs, ne peuvent que favoriser une bonne prise en charge et une diminution de la douleur, surtout que nous avons vu que 50% de la population avec douleur avait des symptômes anxieux et dépressifs. Donc voilà pour le traitement associé. Donc j'ai parlé de l'hypnose qui fait beaucoup de fait beaucoup de bruit actuellement parce qu'elle permet de déconnecter. Qu'est-ce qui se passe dans l'hypnose?
Donc, nous allons mettre le patient dans des situations, disons, où elle est plus centrée sur quelque chose, un événement, un aspect de sa vie. Et donc, ça veut dire induire un état de décentration de sa situation, de son corps et de la douleur. Et donc, si elle est centrée sur quelque chose, elle ne peut pas traiter d'informations qui viennent d'une autre partie ou d'une autre origine. Et donc, ça va la déconnecter de la douleur pour cette phase-là. La relation qui permettent en conclusion, qu'est-ce qui vous chronique? Voilà. Les aspects psychologiques et sociaux interfèrent dans la dimension médicale et biologique, mais que, comme disait Balint, le meilleur médicament, c'est le médecin lui-même, fait que quand la relation thérapeutique, elle est disons, la priorité du médecin, ça ne peut qu'apporter des éléments positifs aux patients. Donc, c'est quoi cette relation thérapeutique positive? Donc, elle est basée sur une écoute bienveillante et empathique. Donc, un médecin qui écoute. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Oui, docteur. Et il y a certains qui disent qu'ils ne m'entendent pas. Docteur, on n'a pas entendu la prise en charge après l'hypnose. Après l'hypnose? Ah, qu'est-ce qui se passe dans l'hypnose, c'est ça? Non, les différentes prises en charge. Vous avez parlé de l'hypnose et après on n'a pas entendu. Ah, vous n'avez pas de slide, vous voyez pas ce qui est affiché? Si on voit. Donc, vous avez dans les traitements associés la relaxation, l'acupuncture, le massage et l'hypnose, mais aussi les anxiolytiques et les antidépresseurs. Là, vous voyez, vous avez le slide. Oui, docteur. Vous avez besoin que je réexplique. Oui. Très bien. Donc, je vous ai dit que les traitements antidouleurs classiques, disons, utilisés n'étaient pas tout le temps efficaces. C'est pour ça que nous parlons de douleur chronique et de la nécessité de changer de vision sur le malade. Au lieu d'aller vers disons, la prise en charge ou l'explication linéaire de la douleur et donc diagnostic, traitement anti-inflammatoire, etc., tout ce que vous connaissez jusqu'à la morphine, il fallait changer de vision et d'aller vers une vision pluridisciplinaire et multidimensionnelle, c'est-à-dire l'aspect psychologique primé et social primé aussi sur la prise en charge. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont partis vers où? Vers, disons, une double prise en charge et un double traitement. À la fois le traitement chimique, le traitement associé au traitement chimique, soit il y a la relaxation. Donc, la relaxation, c'est un état de relaxation relaxée. Donc, c'est un exercice thérapeutique qui met la personne, qui utilise le corps, on se relaxe à travers son corps, à travers une respiration approfondie et à travers une méditation. C'est-à-dire la personne, elle va se détacher du lieu dans lequel elle se trouve, elle va se détacher de son état psychologique actuel pour voyager dans sa tête et induire un état de bien-être à travers cette respiration approfondie et à travers la méditation. La méditation, c'est-à-dire aller vers un endroit, avoir des sensations, etc. Et donc, c'est un exercice qui se fait avec le thérapeute et donc c'est un apprentissage qui va se faire que le patient peut utiliser couramment. L'acupuncture, vous connaissez, le massage, etc. Pour l'hypnose, de plus en plus, on en parle actuellement. Donc, l'hypnose, c'est induire un état où la conscience, elle est basse le plus possible. On n'est pas vraiment dans un état inconscient, mais on flotte. Le patient, il flotte entre la conscience et l'inconscient.
Et donc, cet état va le mettre, disons, va l'éloigner de cette centration sur le corps. Quand il est hypnotisé, vous connaissez tous l'hypnose, vous avez vu à la télé, je pense. Donc ça, c'est ce qui se fait à la télé. Mais l'hypnose actuellement, comme elle est pratiquée, c'est induire un affaiblissement de la conscience. Si on induit un affaiblissement de la conscience, le patient va aller dans une dimension beaucoup plus, disons, va aller vers un état, pas une dimension, vers un état beaucoup plus détaché de son état actuel. Il va se concentrer sur une sensation, sur une situation qui est éloignée de la situation actuelle, qui est la douleur et le corps. Et donc, le cerveau va être incapable de traiter en même temps cet état induit et la douleur ressentie. Ça veut dire que la douleur, elle va être mise de côté à travers cette hypnose et cet état induit. Et donc, ça va améliorer l'état du patient en Docteur, on vous entend pas. du tout, du tout. Ça se coupe. Ah, oui, vous m'entendez? Oui, docteur. Ah ben, on a eu une coupure d'internet, hein? Oui. Un moment que je puisse partager le document. C'est bon, vous arrivez à le voir? Non, pas encore. Normalement, il est partagé. Et là, non? Non. Et là? C'est bon, docteur, merci. D'accord. Donc j'avais parlé de... C'est bon pour l'hypnose? Ah, l'acupuncture, vous connaissez, c'est la médecine chinoise. Et donc, c'est à travers l'utilisation d'aiguilles, de petites aiguilles qui vont être intégrées dans le corps pour toucher certains centres récepteurs. Et donc, ces centres récepteurs qui sont étudiés sont supposés induire, disons, diminuer la douleur. C'est une médecine, disons, douce, mais qui est très critiquée par les médecins